Merci à Yvon, merci à Rina de nous accueillir ici à la librairie Olivieri pour cette rencontre, ce sujet qui va nous occuper au cours de la prochaine, disons, demi-heure, et puis avec prolongé après agréablement par vos questions, puis aussi par le vin là, qui nous attend là-bas. Parce que comme nous sommes au 18e siècle, il y a quand même quelques plaisirs qui doivent être au rendez-vous, à la fois dans notre propos, dans le livre et dans la manière de le commenter. Alors, je me présente Marie-André Lamontagne. Je vous présente Mélinda Caron, qui est l'auteur du livre qui va nous retenir aujourd'hui. Je donnerai le titre dans un instant pour ceux qui l'ignoraient, mais vous avez vu qu'il y a des piles qui vous font signe près de la caisse là-bas et aussi ici. D'ailleurs, à la fin de notre échange, si vous êtes d'accord, bien sûr, vous pourrez dédicacer quelques exemplaires pour ceux qui le voudraient. Donc, Mélinda Caron, vous avez été professeure à Fordham University puis à l'Université Concordia. Vous êtes donc universitaire. Votre spécialité à vous, c'est une femme auteure, philosophe de l'époque des Lumières, Louise d'Épinay. Amie de Diderot, hein, qui a fréquenté Voltaire, qui a un temps accueilli Rousseau à l'époque où il écrivait Julie ou la Nouvelle Héloïse, mais par la suite, l'ombrageux personnage s'est brouillé avec elle, comme avec sa société d'ailleurs. Elle-même est l'auteure d'un traité d'éducation, Conversation d'Émilie. Ça, c'est du nom de sa petite fille qu'elle va élever, donc elle traduit, elle théorise en fait sur l'éducation qu'elle lui donne, et vous avez consacré votre mémoire de maîtrise à l'étude de ce texte, et elle est aussi l'auteur d'un roman à clé qui l'a fait connaître de manière posthume, Histoire de Madame de Montbriand, qui paraîtra sous le titre de Mémoire et correspondance de Madame d'Épinay. Donc je sais qu'ici il y a des gens qui ont lu ces textes. Mais ce qu'on sait moins, et c'est là le sujet de votre livre, c'est sa collaboration de 30 ans à un périodique appelé La Correspondance littéraire. Et si on le sait moins, ben, il y a d'excellentes raisons, et pour cause, ses contributions ne sont pas signées. Sinon de M avec ME en exposant, la Madame, suivi de 3 astérisques, donc modestie féminine oblige, hein, et c'est ce corpus varié, très instructif, que vous commentez, que vous étudiez, d'une femme fascinante. Et puis ce livre est à l'origine de votre thèse de doctorat, mais vous l'avez remanié, et puis sa lecture est tout à fait passionnante, à la hauteur de son sujet. Donc le titre, Écriture et vie de société, les correspondances littéraires de Louise d'Épinay, il y a 2 dates, 1755-1783, ce sont les dates de sa collaboration et qui s'interrompt, cette collaboration, avec sa mort. Donc nous sommes donc, 1783, dans l'Ancien Régime, sous l'Ancien Régime. Alors, c'est une personne paradoxale que cette Madame d'Épinay, on le voit là, on le voit en vous lisant, elle dialogue d'égal à égal avec les philosophes, elle écrit, elle philosophe elle-même, tout en se conformant aux dictats de l'époque sur la modestie féminine. Autre paradoxe, c'est une femme qui s'inscrit dans un réseau de sociabilité littéraire, vous le montrez ça aussi, sans être femme de lettres, et puis du moins de son vivant. Et donc c'est cet ensemble de paradoxes qui l'a rendue fascinante à vos yeux? Oui, peut-être que c'est un peu ces paradoxes qui m'ont amené vers elle, mais je dirais maintenant, après l'avoir étudiée pendant une bonne quinzaine d'années, ça va? Que c'est pas si paradoxal que ça finalement. Donc oui, c'est une femme qui va endosser, qui va vraiment intégrer les impératifs de modestie de l'époque concernant la féminité, même si elle a des idées qui nous semblent et qui sont très novatrices par rapport à la condition des femmes, la façon dont elle voit la condition des femmes, mais elle-même se conforme vraiment aux impératifs de modestie, et ça fait partie de sa représentation, la façon dont elle apparaît dans ses textes. Par contre, c'est pas si paradoxal dans le sens où le lieu où elle va, les espaces dans lesquels ces textes vont circuler, sont des espaces très clos. Donc, elle intègre ces impératifs de modestie, mais ces textes, elle va les diffuser, donc philosopher, comme vous dites, parler d'égal à égal avec des philosophes, écrire avec eux,
mais ça va circuler dans des espaces clos. Donc, les espaces clos, c'est ceux de l'amitié, donc le groupe immédiat, les quelques personnes avec lesquelles elle collabore à la correspondance littéraire, donc ce périodique qui va durer une soixantaine d'années, qui va rester secret une soixantaine d'années, et elle va collaborer 30 ans. Et c'est aussi cet espace, donc, les abonnés qui reçoivent ce périodique secret. Alors, dans le périodique, son nom n'est pas signé, donc elle incarne cette femme modeste, mais en plus, on ne sait pas c'est qui. Et la modestie reste aussi dans le réseau plus étroit. Par contre, quand elle est bien sûre que personne d'autre que, par exemple, l'abbé Galliani, qui occupe un des chapitres du livre, son correspondant avec lequel elle va échanger des lettres pendant 13 ans, 12-13 ans, quand elle est certaine que personne ne pourrait intercepter les lettres, alors là, la modestie, la représentation de la modestie est un peu moins forte. Elle se lâche un peu, là. C'est ça. Donc, donc c'est important pour bien le comprendre et puis justement ne pas qu'y voir un paradoxe, de pas seulement regarder ce qui est écrit, quel est le contenu du texte, quelles sont les idées présentées, mais aussi dans quel réseau les textes sont diffusés, à qui c'est destiné. Et de toute façon, on imagine que c'était un anonymat relatif, puisque comme c'est dans un cercle, on reviendra dans un instant là, sur les destinataires de cette correspondance littéraire, mais j'imagine que tout le monde savait que Madame 3 Astérix, c'était elle, non? Ou est-ce que c'était plus complexe que ça un peu? Bon, on peut penser qu'au fil des années, parce que, alors, Grimm, celui qui écrit la correspondance littéraire... Qui sera son compagnon de la dernière période. Voilà, qui est le compagnon de Madame d'Épinay pour la fin de sa... Enfin, la dernière moitié de sa vie même. Grimm va intégrer donc les textes de Madame d'Épinay dans la correspondance littéraire, mais lui, il commence cette activité journalistique pour avoir une carrière diplomatique. Donc, en plus d'écrire ses textes, lui a pour objectif de trouver une place auprès d'un des princes auquel il adresse sa correspondance littéraire. Alors, il va leur rendre toutes sortes de services pendant plusieurs années. Après 20 ans, il va finir par délaisser le travail journalistique pour justement devenir diplomate à temps plein, on va dire. Mais donc, pendant les premières années, il va accueillir les enfants de certains abonnés ou accueillir, donc, leur acheter des livres. Alors, il y a des contacts qui vont se créer avec des membres de la famille de certains abonnés et Madame d'Épinay, par exemple, à Paris. Donc, ils vont, à un moment donné, bien se douter de qui elle est, mais c'est jamais dévoilé explicitement dans les textes. Et vous dites aussi que cette femme n'a jamais tenu salon, parce que quand on pense au 18e siècle et qu'on pense aux femmes de son rang, on les imagine tenant salon, ce n'est pas son cas. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un anachronisme, dites-vous, hein, de parler de salon au XVIIIe siècle. Oui, donc on parlait plutôt de jours marqués. Donc, on avait son jour. Il y avait le mercredi de telle dame et le jeudi de telle autre. Donc, c'était plutôt les jours marqués. Le salon, c'est un mot qui apparaît plus tard au 19e siècle, mais a posteriori, on l'emploie pour parler de ce genre de... Et c'est des hommes qui le réunissent au 19e siècle. Surtout, voilà. Mais ce qui apparaît autour de Madame d'Épinay, c'est quelque chose de beaucoup plus informel. Donc, il n'y avait pas un jour marqué, c'est plutôt des gens qui se rencontraient, surtout qui étaient liés par des liens d'amitié. Alors, c'est plutôt ça qui apparaît. Et le noyau dur, on va dire, de cette forme de sociabilité très amicale se réduit à quelques personnes, 4 ou 5 personnes qui vont former le cœur. Après, il y a des satellites au gré des années, il y a des gens qui se greffent à ce groupe, qui repartent, mais c'est 4 ou 5 personnes, vraiment. Mais tout de même, elle est au centre, je sais pas, oui, au cœur d'un dispositif appelé la correspondance littéraire. Je pense qu'elle joue un rôle, vous le montrez, un rôle très, très important. Alors, ce ne sont pas forcément des lettres, hein, ce sont des textes, ce sont des comptes rendus, c'est semi-public, c'est recopié, hein, on reçoit par abonnement, et c'est clandestin. Pourquoi clandestin? Bon, alors, Grimm reprend une forme qui existe, hein, qui s'appelait... d'autres gens ont tenu des correspondances littéraires. La correspondance littéraire, c'était une façon d'informer quelqu'un qui était éloigné de Paris de ce qui se passait à Paris. Des nouveautés. Les nouveautés de la librairie, les spectacles. Il y a des correspondances littéraires plus axées sur le théâtre. Bon, alors, mais souvent, c'est pour une personne qu'on écrivait. On était engagé par quelqu'un qui était loin, qui voulait savoir ce qui se passait, et donc, c'est à cette personne qu'on écrivait sous forme de lettres, souvent.
Donc cette fameuse correspondance littéraire. Grimm, lui, reprend plutôt, c'est le même principe, donc c'est manuscrit. Il va avoir plusieurs abonnés, donc au début il y a 2 ou 3 lecteurs, mais ça va devenir une douzaine, ce qui nous semble très peu, mais ce qui est en fait énorme pour l'entreprise. C'était les bons moments dans les années 70, les bons moments de la correspondance littéraire. Donc il a un public choisi. C'est des têtes couronnées des princes. Des princes, bon, ils ont différents titres selon qu'on est en Allemagne, dans les royaumes d'Allemagne ou en Russie, mais ce sont des gens qui sont près du pouvoir. La tsarine Catherine II sera une des abonnées et c'est elle qui va donner son poste diplomatique à Grimm plus tard. Donc il y a des gens très importants parmi les lecteurs. Mais alors, ce n'est pas un public étendu et ouvert comme la presse littéraire, hein, comme un journal, un périodique qui sera imprimé. C'est manuscrit. C'est manuscrit. C'est recopié et manuscrit. Voilà, l'atelier des copistes était chez Madame d'Épinay. Il y a différents copistes qui ont recopié. C'était secret, on évitait la censure de cette façon-là. Bon, on ne pouvait pas s'adresser à des princes avec la liberté de ton qu'on retrouve dans la correspondance littéraire de façon publique. Donc ça explique aussi pourquoi on a choisi la clandestinité. Ah, c'est pour ça. Mais il y a aussi que ce qui passait dans la correspondance littéraire n'aurait pas du tout franchi l'étape de la censure, pas nécessairement. Par exemple? Bon, par exemple, il y a beaucoup d'œuvres de Diderot qu'on lit aujourd'hui qui sont passées, parfois sous forme de feuilleton, dans la correspondance littéraire. Parce que Diderot, après avoir eu certains problèmes, justement avec la censure, les autorités, a ensuite essentiellement dédié ses textes, ou enfin la majorité ont passé sous forme de feuilletons manuscrits. Mais on retrouve un peu la même chose que dans les périodiques littéraires imprimés. Donc, pour faire un petit tableau, des critiques de spectacle, les nouvelles parutions, il y a parfois des potins, hein, des anecdotes sur l'un et l'autre dans l'entourage de Grimm et de Madame d'Épinay. Madame d'Épinay écrit pas mal de critiques de spectacle en l'absence de Grimm, mais il y a aussi des compositions, des vers, certains dialogues fictifs, fictionnels qu'elle a écrits sont diffusés dans la correspondance littéraire. On a, bon, pour énumérer un peu ce qu'on retrouve là-dedans aussi, on a les salons de Diderot. Donc, chaque 2 ans, il y avait des expositions de peinture à Paris. Diderot les a commentées. Aujourd'hui, c'est très précieux d'avoir ce témoignage-là de Diderot, critique d'art. C'était pour la correspondance littéraire. Alors, c'est très varié, un peu à l'image de la presse imprimée, la presse littéraire imprimée, mais dans un réseau très restreint. Et la périodicité, c'est un mois, c'est chaque mois, c'est 2 fois par mois? Alors, pendant 20 ans, quand Grimm, le premier directeur, s'occupe de la correspondance littéraire, c'est 2 fois par mois. Mais ensuite, il va délaisser donc son entreprise, il va charger un Zurichois de continuer, et pendant 40 ans, là, ce sera 1 fois par mois. Et quelle est l'influence de ce périodique? Vous rappelez que sur l'opinion publique, donc vous rappelez qu'elle n'existe pas en tant que telle à l'époque, sous cette forme, ce qu'on appelle aujourd'hui opinion publique. Voilà, donc on n'essayait pas du tout de rejoindre le vaste peuple, on va dire. D'ailleurs, on ne voyait pas dans le peuple une force de changement positive à l'époque. Le peuple était quelque chose de bas, toute la charge positive révolutionnaire qu'on va accorder au peuple et ça va venir beaucoup plus tard, hein, le peuple qui transforme la société, et puis les démocraties. Alors tout cet imaginaire-là, ça va venir plus tard. À l'époque, le changement peut advenir de la part des élites. Donc, les changements qui sont souhaités, Grimm, s'il cherche une influence, c'est pas auprès d'un public à conquérir, mais c'est auprès des gens qui ont le pouvoir. Et d'où ces abonnés, justement, qui vont être ceux qu'il va choisir. Donc, ça veut dire qu'on a quand même en tête de réformer les institutions ou la société ou les cadres de la société. On n'a pas en tête la révolution. Ah non, la révolution, non. C'est plutôt éclairé. Oui. Donc, c'est le modèle du despote éclairé, oui. Hein, le despote philosophe. Un modèle qui a une histoire plus ancienne, on pourrait remonter très loin. Je vais juste m'arrêter à la Renaissance, mais l'éducation des princes depuis la Renaissance, ça fait
coulé beaucoup d'encre. Donc, qu'est-ce qu'un dirigeant, j'emploie un terme d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'un dirigeant doit apprendre pour bien gouverner quand il aura le pouvoir entre ses mains? Donc, il y aura des traités, Fénelon, c'est un traité de la sorte. C'est comment éduquer le prince. Oui, ben, il y a aussi, après, voilà, donc avec l'éducation des princes, bon, ensuite le mouvement s'est développé. Madame d'Épinay réfléchit à l'éducation des fillettes. Donc, il y a tout un mouvement général de réflexion sur l'éducation que Grimm a en tête. Hein. Donc, Madame d'Épinay, vous avez présenté ses Conversations d'Émilie, donc un ouvrage dans lequel elle met en scène, pour ainsi dire, des conversations entre une mère et sa fille, comment on peut profiter de la vie quotidienne pour transmettre quelque chose. Mais Grimm réfléchit beaucoup aussi à l'éducation des enfants. Et Rousseau, on le sait, a réfléchi. Et est-ce qu'il y a des points qui la distinguent, par exemple, pour l'éducation des filles, de Rousseau, quand il écrit Julie, ou la nouvelle, quand il écrit après Émile? L'Émile, oui. Donc, Rousseau, l'ouvrage de pédagogie qu'on connaît de Rousseau, c'est l'Émile. Oui. Madame d'Épinay, oui, il y a une... Bon, là, je retombe plutôt dans mon mémoire de maîtrise. Quoique, il y a des textes d'éducation qui circulent dans la correspondance littéraire. Aussi. Donc, on voit un peu l'évolution des idées pédagogiques de Madame d'Épinay au fil du périodique. Mais disons que, de façon très sommaire, Madame d'Épinay n'a pas de méthode à proposer. C'est plutôt une disposition d'esprit, un lien de confiance entre l'enfant et la mère. Et c'est la mère qui élève la petite fille. Voilà. C'est pas une nourrice à la campagne, non, dans son esprit. Non, c'est la mère. Alors que chez Rousseau, c'est un précepteur qui ne fait pas partie de la famille. Donc, il y a des différences de cet ordre-là, mais il y a aussi, surtout, pas de programme. C'est un peu quelque chose qu'on a reproché à Rousseau, donc d'avoir un précepteur qui sait où doit aller l'enfant et qui l'y mène. Là, c'est une approche beaucoup plus ouverte et puis sensible à la personnalité de l'enfant aussi. Qu'est-ce que l'enfant peut apporter lui-même dans son parcours et puis qu'est-ce que les événements au quotidien peuvent aussi apporter à l'éducation. Ce qui en soi me paraît, en tout cas à moi, assez innovateur. Très moderne. Très moderne et novateur, on l'imagine pour l'époque. Déjà de considérer l'enfant comme un sujet digne d'être pris en considération. Oui, ben on le découvre à cette époque-là, on peut dire. Hein. Ça fait quelques années qu'on s'intéresse à l'enfant, sa sensibilité, comment on doit lui parler. Donc, elle est vraiment dans ce mouvement. Qu'est-ce qu'une femme d'esprit? L'expression femme d'esprit, à la fin de l'Ancien Régime. Oui, bon, alors ça désignerait... pour faire des grandes catégories. Hein. Ce serait à l'opposé de la dévote et puis de la coquette, pour reprendre des... Un moyen terme entre la dévote et la coquette? Disons une femme donc, qui a un mérite intellectuel, qui ne va pas nécessairement écrire, mais femme d'esprit, c'est l'étiquette qui est réservée à Madame d'Épinay par Grimm et Diderot dans la correspondance littéraire. Donc, maintenant, je travaille à l'édition de ce périodique, donc de la correspondance littéraire. Ça met au jour beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas voir avant d'éditer les textes. Et par exemple, au détour d'un compte-rendu, Grimm va transmettre la vie sur tel ouvrage d'une femme d'esprit qu'il fréquente. Alors, on peut reconnaître très souvent Madame d'Épinay derrière cette étiquette-là. C'est un peu le terme qu'on employait pour elle. Et c'est laudatif, évidemment. C'est très positif. C'est très positif. Oui, pardon? Non, mais c'est pas dans la... Parce que les femmes savantes étaient raillées, les femmes qui écrivaient étaient raillées. Mais là, dans le contexte de la correspondance littéraire, c'est une étiquette positive. Et puis, elle n'est pas une précieuse, elle n'est pas rangée dans cette catégorie ou moquée pour cette... même pour une préciosité supposée qu'on prêterait aux femmes dès qu'elles se mêlent d'écrire. Pas du tout. Elle est respectée. Vous citez, on pense peut-être que ce serait le docteur Tronchin qui l'a soignée à un moment donné à Genève. Il disait d'elle qu'elle était un aigle dans une cage de gaz. Moi, je trouve ça bien vu. Oui, donc sa fragilité avec sa santé, mais en fait, une force de caractère. Oui, c'est une image qui va rester associée à Madame d'Épinay. Mais donc, c'est quelque chose de positif dans l'espace de la correspondance littéraire. Ce qui n'empêche pas Grimm de se moquer d'autres femmes auteurs. Hein? Donc, il ne faut pas faire de Grimm un grand féministe avant l'heure pour autant. Madame d'Épinay, excusez-moi, Madame d'Épinay a ce statut, respectable dans la correspondance littéraire, mais certains ouvrages de femmes sont bons achetés au feu, et puis Grimm ne va pas s'empêcher de le dire. Hein, donc, c'est des expressions qui vont... Et là, il y a un travail à faire là-dessus. Grimm et sa perception des autres femmes auteurs. Est-ce qu'il endosse complètement les stéréotypes de l'époque
non. Mais disons que j'aurais tendance à plutôt dire que oui. Hein. Ouais. Mais une des qualités de votre livre, c'est chaque fois avant de faire, oui je dirais chaque fois, là, je vais réfléchir avant d'employer le mot, mais avant de faire une démonstration, vous situez le contexte. Donc, pour bien comprendre dans quel contexte s'inscrit telle représentation. Et à un moment donné, vous dites que ce groupe autour de Grimm, donc Madame d'Épinay et Diderot, ils sont élitistes. Mais ils sont élitistes par rapport à tout ce qui grouille et scribouille à Paris. C'est leur tête de turc, si on peut dire, non? Ouais, donc l'élitisme... C'est pas forcément les femmes qui écrivent, c'est tous les écrivassiers. C'est ça. Donc, oui, il y a une hiérarchie dans le monde des lettres qui se construit au fur et à mesure, au gré des articles. Et Grimm adopte une posture très élitiste, qui se comprend vu ses interlocuteurs. Hein. On ne s'adresse pas à un prince. Bon, bien sûr, il y a un côté un peu égalitaire qui peut surprendre hein, avec les princes. Bon, ça, c'est un peu un autre sujet. Mais d'un autre côté, l'élitisme, il est très présent par rapport aux autres gens de lettres. Donc, Grimm est constamment en train de faire la preuve de son mérite en tant que guide pour éclairer ces gens. Hein. Donc, il adopte des postures, des manières de se représenter qui le distinguent des autres. Et cette construction-là est très forte. Hein. Il y a aussi cette volonté d'être très impartial dans la critique des œuvres. Mais on voit bien que les œuvres vraiment valorisées, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et il y a cette volonté donc de faire la preuve de sa propre capacité à assumer le rôle qui se propose. Donc d'être impartial, donc d'être indépendant par rapport aux mondanités qu'il peut y avoir qui coloreraient le jugement. Oui, et indépendant par rapport aux gens de lettres. Donc la première chose que Grimm écrit à ses abonnés, ses 2 abonnés au début, mais qui vont devenir un peu plus nombreux, c'est cette idée que on doit prendre les œuvres, raisonner, indépendamment des liens qui peuvent intervenir avec les auteurs. Et ça explique un peu aussi le secret de cette correspondance, parce qu'il y a parfois des critiques. Voltaire, par exemple, est une figure très positive dans la correspondance littéraire. Il y a beaucoup de textes de Voltaire qui vont circuler. Mais quand Grimm trouve que c'est du rabâchage, ça c'est son terme à lui, que Voltaire redit toujours la même chose, mais de façon plaisante, ou il va faire des critiques quand même. Alors, il ne se prive pas de faire voilà. Des critiques. Donc le secret autorise aussi ou en tout cas le met dans une posture où il peut... on parlait de révolution ou de non-révolution tout à l'heure. Vous écrivez, et je vous cite, « Toute novatrice qu'elle soit en regard de l'éducation, du mérite personnel et des valeurs associées à l'esprit philosophique, la pensée de Louise d'Épinay ne s'élabore pas moins sur la stabilité d'une hiérarchie sociale dont elle déplore l'effritement. » Ça, c'est page 212. Donc, serait-elle une philosophe des Lumières conservatrice? Ça existe? Oui, alors pour mettre un peu en contexte cet extrait, c'est après avoir analysé un texte dans lequel on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui distingue les gens à partir de la manière dont ils se montrent socialement. Il faut se souvenir que l'Ancien Régime, c'est une société où les signes, c'est une société où on doit pouvoir lire les conditions. Hein. Donc, les gens montrent leur distinction par leurs vêtements, par les couleurs qu'ils portent, par l'équipage, comment les valets sont habillés. Alors tout ça, toutes ces apparences-là sont fondamentales et intrinsèquement liées à l'identité de chacun. Alors, cette phrase, si je me souviens bien, c'était dans le contexte justement d'un texte où la lisibilité sociale devient floue. Hein? Et là, on n'arrive plus à reconnaître qui est qui. Notamment avec l'abolition des lois somptuaires qui dictaient le vêtement. Voilà, justement, on les suit de moins en moins. Hein? C'était quelque chose de grave avant d'usurper la noblesse, donc de s'habiller comme quelqu'un d'un rang supérieur. Au 18e siècle, c'est plus un problème, mais ça perturbe beaucoup les gens parce que de grands financiers, des gens qui n'ont pas de noblesse, qui ne viennent pas d'une grande famille, peuvent rivaliser grâce à leur argent avec des gens qui ont un statut, une position sociale, un rang très élevé. Et ce n'est pas lisible. C'est comme aujourd'hui, si on voit le patron de Facebook avec une casquette sur la tête alors qu'il vaut des millions.
on ne comprend plus. Oui, bon, c'est ça. Alors aujourd'hui, on ne vit plus, on vit plus dans ce genre de cadre, mais oui, effectivement. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là. Je ne pense pas que ça en fasse une femme conservatrice, hein, mais ça en fait une femme de son temps, finalement. Elle vivait dans cette société. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on n'avait pas du tout l'idée d'aller faire la Révolution française et de couper la tête du roi dans ces années-là. Pas du tout, pas du tout. Les changements qu'on proposait politiquement, c'était par l'élite. Il n'y avait pas cette idée d'aller donner le droit de vote à tous les paysans. Et d'ailleurs, même au moment de la Révolution, c'est pas tout le monde qui va avoir le droit de vote tout de suite. Non. Et bon, les femmes, non, bien sûr, mais parmi les hommes, c'est pas tout le monde. Donc, elle constate, elle met dans ses textes, c'est un texte fictionnel entre autres dans lequel on voit ça, le flou des apparences. Ouais. Alors, elle réfléchit à tout ça dans ses textes, mais oui, en déplorant un peu la dégradation finalement de ce cadre. Mais sans nostalgie, là, elle n'est pas tournée vers le passé, c'est une femme de son temps, mais qui est attachée au code et aux manières d'être et à un art de vivre, on peut imaginer aussi. Oui, oui. Mais Madame d'Épinay n'était pas dans une posture, par contre, elle n'avait pas l'argent, elle n'avait pas le rang pour... mener grand train. C'est ça. Bon. Vous citez une lettre d'elle où elle se sait absente de la République des lettres. Ça, c'est pas elle qui dit ça, bien sûr, c'est vous, parce que ça ne manquerait pas de piquant. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est absente de la République des lettres. Sous l'Ancien Régime, ce serait assez étonnant. Mais elle raille les gens de lettres elle-même. Elle a la dent dure dans ses critiques. A-t-elle des ennemis? Je vais juste faire une précision sur la République des lettres. Ouais. Parce que c'était un terme qu'on employait. C'est vrai. Et justement, l'idée, c'est qu'entre savants, on est au-delà des dissensions religieuses, des dissensions politiques. Donc, la République des lettres, c'est un terme... Mais le mot république, donc un régime républicain. La République des lettres, oui, oui, oui. Ah bon, donc, je ne croyais pas que c'était aussi ancien. Ben, disons qu'entre lettrés, entre savants, c'est quelque chose qui est présent bien avant le 18e siècle aussi. Et qui, justement, unit les savants par le savoir, la recherche de la vérité, c'est comme ça qu'on formulait, au-delà de tout ce qui peut les dissocier par ailleurs, politiquement, géographiquement. Ouais. Et puis après, l'expression perdure jusqu'à aujourd'hui, pour désigner ce que l'on sait, là. Oui, alors l'expression va Ah, vous voulez dire la République? La République des lettres, oui, oui. Okay. Oui, bien sûr. Mais donc, a-t-elle des ennemis? C'est ça. Bon, dans la mesure où ces textes ne sont pas vraiment lus, non, elle entre dans aucune querelle, elle n'est pas... elle-même raconte dans son roman autobiographique, et puis dans ses lettres aussi, on sait qu'évidemment il y a des froids qui surgissent dans son entourage, mais ce n'est pas à cause de ses productions. C'est pas à cause de ce qu'elle a écrit ou des articles ou c'est des choses qui arrivent dans la vie, tout simplement. Dans l'amitié. Voilà. Donc des froids parce que tel n'a pas reçu la lettre ou on essaie d'obtenir une lettre qu'on ne veut pas nous donner. Bon, ça c'est pour Galliani, hein, parce qu'elle est un peu la messagère de Galliani, son correspondant napolitain. Et donc là on voit qu'il y a des froids, mais non, il n'y a pas d'ennemis. Parce que Galliani, c'est son correspondant napolitain, mais il a été le secrétaire du roi de l'ambassade du roi de Naples à Paris. Donc, il était aussi dans le cercle. Et c'est quand il est en disgrâce et renvoyé dans son Italie que là, il se languit évidemment de Paris et il maintient cette correspondance avec elle. Mais bon, ces trois-là, la Diderot, Grimm, et les passages que vous citez, on voit qu'ils pratiquent entre eux une sorte de galanterie lettrée. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais c'est vous qui l'écrivez, une galanterie lettrée. Dans sa jeunesse, on lui adresse d'ailleurs des vers, vous les répertoriez, vous les citez, donc elle a été une jeune femme à qui on adressait des vers. Pourquoi la galanterie lettrée pratiquée par l'entourage de Madame d'Épinay ne s'adonne-t-elle pas, ne tourne-t-elle pas au libertinage comme on pour le coup, qui a marqué le 18e siècle français? Bon, alors la galanterie à l'époque, ça désigne d'abord un phénomène propre au 17e siècle. Oui. Le mot galant est énormément employé. C'est certaines œuvres qui étaient galantes. Le mélange des arts faisait partie, entre autres, de ce qu'on recherchait. Et les femmes occupent une position particulière dans cette mode de la galanterie. Et elles sont très souvent louées. Donc, il y a un peu... Alors, cette mode-là du 17e siècle demeure
très présente à l'esprit, dans l'imaginaire, tout au long du 18e siècle. Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a des poèmes, des vers qu'on s'échange, ce qu'on appelait des prosimètres, donc des productions qui mélangent les vers et la prose. Tout ça, ça émane de la galanterie et c'est toujours présent dans la correspondance littéraire. Donc, le fond galant, le fond imaginaire galant est très présent. Madame d'Épinay, d'une certaine façon, c'est ma lecture dans la correspondance littéraire. Elle incarne cette femme qui, depuis l'époque galante, recevait des nouvelles ou voulait savoir ce qui se passait à Paris et c'est à elle qu'on l'adressait. Donc, de façon contemporaine, pendant la vogue de la galanterie, les premiers périodiques littéraires naissent et très rapidement, on a ces périodiques littéraires qui vont être adressés à une femme. D'abord de vraies princesses, et puis finalement une marquise imaginaire, et on a, ça c'est d'autres recherches que j'ai faites, mais tout au long du 18e siècle, on a très souvent une figure féminine fictive à qui on s'adresse, ou bien des journalistes qui veulent se faire un nom, qui vont prendre un pseudonyme féminin, qui vont signer la comtesse de 3 Astérix, et qui vont, donc ça sollicite un certain imaginaire, cette femme qui est liée à un groupe ou liée à une production périodique littéraire. Donc, personnellement, je vois la présence de Madame d'Épinay comme incarnant cette femme un peu dans le périodique, cette femme distinguée qui est dans l'entourage de Grimm, des rédacteurs de la correspondance littéraire. On ne dévoile pas son nom parce qu'elle est de grande qualité, hein, c'est un peu ça qui vient avec cette figure anonyme féminine. Et elle contribue à la distinction en même temps des rédacteurs. Donc je crois qu'il y a toute une part imaginaire galante, hein, c'est pour ça que j'ai consacré un des chapitres surtout à la galanterie, qui imprègne vraiment la correspondance littéraire et en particulier la représentation de... Et qui est bien différente du libertinage. Et qui est très différente, tout à fait. Oui, oui. Donc on va aller vers le public dans un instant, mais juste avant, on a parlé de réseau d'amitié. Hein, ces gens-là se réunissent, se reconnaissent entre eux, s'élisent entre eux, et ce sont des amis, ils se donnent des surnoms. Alors Grimm est appelée la chaise de paille, elle les appelle ses ours. Rousseau a été l'ours montagnard à un moment donné. Et c'est un espace familier, c'est ça qu'on découvre dans le livre, en tout cas moi, qui n'est pas guindé. Peut-être parce que justement il est confidentiel et il est clandestin, mais il peut même être scatologique aussi, là, comme le montre quand, dans une lettre, c'est à l'abbé où elle parle sans pudeur de ses coliques. Et vous la citez, là, hein, vous voyez où je vais en venir, hein, ses coliques, ses vents, et qu'elle a enfin réussi à péter pendant toute une journée, alors qu'avant, elle n'y arrivait pas. Donc, et l'abbé répond sur le même ton, évidemment, le ton leste est tout à fait fin, mais toujours sur le même sujet. C'est très drôle. Est-ce qu'on transgressait les règles du bon goût à ce moment-là ou pas? Bon, alors, voilà, le corps n'était pas traité de la même façon et les choses qu'aujourd'hui, on n'oserait pas dévoiler. Bon, à l'époque, je pense qu'il y avait... Donc, sans changer de milieu, hein, et sans changer la qualité de l'échange ou le niveau de l'échange, on va dire, il y a des propos qui étaient tenus à l'époque et qui, je ne pense pas, étaient transgressifs. Hein. Par contre, moi, j'ai porté attention à ces passages-là pour montrer à quel point c'était exclusif. Parce que les lettres, à l'époque, n'étaient pas nécessairement lues seulement par leur destinataire. Non, elles pouvaient être lues en public, non? Voilà, donc beaucoup de lettres. Et Galliani, d'ailleurs, ces lettres, bon, on les lisait en comité, on les lisait entre amis à Paris. Mais il y a des moments où Madame... Bon, par contre, pas toutes les lettres ont circulé beaucoup. Certaines, oui, mais disons que généralement, c'était plutôt un réseau amical. Mais parfois, il y a une intimité plus étroite qui se crée entre Galliani et Madame d'Épinay. Et c'est ça que j'ai essayé de dégager un peu. Donc, ce qui les fait rigoler, très souvent, ils s'isolent des autres lecteurs. Bon, peut-être que les coliques, là, les autres ont lu aussi, et puis c'est pas très grave. Mais parfois, des propos plus personnels, des soucis avec la famille pour Madame d'Épinay, les peines d'amour de Galliani, les problèmes d'argent de Galliani, ça s'arrête pas. Galliani, c'est un abbé de cour, hein, qui aime les femmes, bon, c'est un abbé qui convient bien à l'imaginaire romanesque du temps. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, ben alors on va aller vers le public qui, je l'espère, a été mis en appétit par nos propos. Alors, questions, commentaires, réactions, nous vous écoutons. Oui, madame. Je me demande,
Madame d'Épinay était une femme, je pense, très intelligente. Et je voudrais savoir comment vous la situez parmi les femmes de son temps. Parce qu'il y avait Mademoiselle de Lespinasse, Madame de Garfigny, Madame de Boufflers, etc. Et Elisabeth Badinter la met, je crois, à peu près sur le même pied qu'Émilie du Châtelet. Alors, quel est votre avis? Bon, alors Elisabeth Badinter les aborde ensemble à partir de l'angle de l'ambition. Hein, donc, parce que Madame d'Épinay formule très clairement dans son autoportrait, par exemple, son ambition de devenir une femme d'esprit ou enfin d'avoir ce genre d'activité intellectuelle. Par contre, je ne la mettrai pas au même niveau que Émilie du Châtelet, qui a traduit Newton en français et dont la traduction est toujours consultée. Alors, ce n'est pas le même genre de travail intellectuel. Elle n'est pas dans les sciences du tout, Madame d'Épinay, elle n'a pas fait ce genre de contribution. Mais au niveau de la pédagogie, je pense qu'elle a un modèle, oui, qui est très novateur. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt sa réflexion pédagogique qui me la ferait situer parmi ces femmes intellectuelles du temps. Mais par contre, elle n'a pas cette œuvre romanesque qu'a Madame de Graffigny, par exemple. Donc, son roman à elle, c'est un très gros roman, partiellement autobiographique, un roman à clé, qu'on va connaître au 19e siècle seulement, et de façon parcellaire. C'est seulement au 20e siècle qu'on aura, en 1951, vraiment le texte et qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Donc, elle n'a pas cette réputation à son époque liée au roman. C'est quelque chose qui va être connu beaucoup plus tard. Donc voilà, une intellectuelle plus discrète que celle que vous avez mentionnée, mais qui a œuvre. Julie de Lespinasse n'a pas composé de traités, c'est pas un traité d'ailleurs, les conversations d'Émilie, mais d'ouvrages de pédagogie de ce genre. Donc elle a écrit, mais voilà, elle était un peu plus discrète. Mais oui, c'est une des femmes des Lumières les plus importantes, à mon avis. Ouais. Est-ce qu'il y a des échanges entre elle et les autres femmes que nous connaissons de ce siècle? Ben, on sait qu'elle fréquentait, par exemple, Madame Geoffrin, ou que Madame Geoffrin n'était pas très contente d'elle, parce que c'est des choses qui passent dans les lettres. Mais au-delà de ça, enfin, moi, les relations que je lui connais, c'est pas nécessairement des femmes qui ont écrit. Non. Questions? Commentaires? Oui? Benoît. J'ai beaucoup au fil des ans. La correspondance littéraire, c'est clandestin. Vous êtes en train d'en faire une nouvelle édition, mais il y a eu une édition au 19e siècle, dont on fait tous, moi comme les autres, un usage documentaire. On a besoin d'aller chercher, savoir ce qu'on dit de tel texte à telle époque. C'est pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces correspondances littéraires qui ne soient pas strictement de l'ordre du recueil d'anecdotes ou du recueil d'informations? Oui, c'est ça. Donc, la correspondance littéraire, comme vous dites, ça a été une source d'histoire littéraire très longtemps. Là, l'édition de Maurice Tourneux, autour des années 1880, est très incomplète. D'ailleurs, les textes de Madame d'Épinay, ses critiques théâtrales à l'époque, les critiques de théâtre et même d'ouvrage pouvaient devenir très, très longues parce qu'on récapitulait acte par acte ce qui s'était passé. Bon, alors... il a élagué tout ça, donc il fallait éditer pour avoir tous les textes. Mais il y a surtout de la part de Grimm, Grimm est celui qu'on accepte que c'est l'auteur de la plupart des articles, mais il y a un travail collectif derrière plusieurs textes et l'édition critique permet de le montrer. Donc ça permet, entre autres pour Madame d'Épinay, de montrer sa présence, qui est plus diffuse que ce qu'on aurait pu penser. Et, qui va au-delà du M et les 3 astérisques. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, on a ces avis d'une dame d'esprit qui passe ici et là. Mais aussi, là, je suis tombée sur un article où Grimm dit avoir assisté à quelque chose, mais c'est impossible. C'est Madame d'Épinay qui était là à ce moment-là, et lui, il était dans un autre pays. Donc, là, on peut... Alors, il y a des petites choses, des points comme ça qu'on peut rétablir. Mais il y a, je pense, une pensée intéressante de Grimm qui se dégage. Donc, qu'on va pouvoir... Il y a une pensée collective qui se dégage de la correspondance littéraire, mais il y a une certaine originalité avec certains articles que Grimm écrit qui, je pense, méritent attention. Donc, il y a aussi une autre voix, si on veut, qui est moins anonyme qu'on pensait ou qui est moins effacée qu'on pensait derrière les nouvelles et qui prend place, à mon avis. Question, comment, madame? Est-ce qu'il a eu du...
un certain mal à percer comme femme. Je sais que ça c'est un anachronisme que je viens de dire, mais je pense à certaines lettres de Diderot qui est agacé d'elle. Quand il se trouve chez le baron d'Holbach, et je ne sais plus à propos de quoi, mais il la traite de petite femme qui se mêle parce qu'il ne se regarde pas. Oui, bon, alors la respectabilité dans la correspondance littéraire, après, qu'est-ce que c'était dans la vie de tous les jours? On a quelques traces, mais je pense que c'est des choses dans les sociabilités qui se produisent. Vous demandez comment est-ce qu'elle a percé. J'aurais envie de vous répondre peut-être dans l'histoire de la littérature après sa mort, peut-être pas nécessairement dans sa vie à elle, parce que justement c'était très discret. Mais c'est grâce à ses relations avec Diderot, avec Rousseau, qu'on s'est intéressé à elle dans un premier temps. Le roman autobiographique a été lu comme un recueil de lettres qui se sont échangées vraiment. Et donc, c'est ces informations sur ces hommes-là qu'elle pouvait donner à travers son œuvre qui ont d'abord intéressé la critique littéraire. Donc, c'est surtout à cause de ses liens avec ces hommes qu'on s'est intéressé à elle. Et puis, c'est beaucoup plus tard que là, bon, d'ailleurs, on a eu le roman en entier très tard, et peu de temps après, les recherches sur les femmes, donc on s'est intéressé à elle pour d'autres raisons. Et c'est la figure de pédagogue qui est apparue, cette femme ambitieuse, donc cette femme d'esprit. Alors là, on la lit différemment. Mais vous écrivez que les écrits de Louise d'Épinay ne s'inscrivent pas dans une dépendance intellectuelle des philosophes, pas plus qu'ils ne peuvent être lus sur le mode avant-gardiste féministe. C'est ce que vous dites. Donc il faut se garder d'en faire une icône féministe, oui, c'est notamment. Ça. Donc elle a des idées très novatrices, mais on n'est pas dans un mouvement féministe du tout à l'époque. Bon, là j'avais une idée. Bon, enfin, je m'excuse, ça vient de m'échapper. J'avais encore quelque chose à... Ça doit être le signe que c'est le temps de... d'arrêter les bouteilles. D'autres questions, commentaires? Ça reviendra là tout à l'heure. Oui, excusez-moi. Questions, commentaires? Eh bien, sinon, nous allons les ouvrir, s'il vous plaît. D'un geste hardi. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mélinda Caron. C'était très intéressant de vous entendre. Vous maîtrisez votre sujet, vous le communiquez très très bien et vous en parlez avec beaucoup de clarté et de passion. Alors ça, c'est bon signe pour un chercheur. Merci. Alors, il y a des exemplaires, comme je disais, vous pourrez